En théorie, les small caps sont beaucoup plus performantes que les grosses entreprises, elles sont même extrêmement sous-évaluées en ce moment, et donc on pourrait naturellement se dire qu'investir dans des ETF small cap, ça permettrait de profiter de cette surperformance, mais passivement. Sauf que le problème, c'est que c'est pas aussi simple. À titre personnel, je n'achète pas d'ETF small cap et je pense même que c'est une très mauvaise idée. Et d'ailleurs, dans 80% des portefeuilles que j'audite, je finis par retrouver 3 types d'ETF qui sont non seulement pas performants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais en plus de ça, qui peuvent être dangereux pour un investissement à long terme. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout te détailler sur ces 3 types d'ETF, donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner des exemples concrets. Le premier type d'ETF que je retrouve énormément, c'est ce qu'on appelle les ETF thématiques. Donc pour rappel, c'est quoi un ETF thématique? C'est un ETF qui va se concentrer sur des tendances spécifiques du marché. En exemple de tendance, on va avoir les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cannabis, l'eau et plein d'autres types de méga tendances qu'on va voir émerger et pour lesquelles on va se dire naturellement, en fait ça va exploser les prochaines années et donc vu que ça va exploser les prochaines années, forcément il faut que j'investisse parce que ça va être un investissement rentable. Et c'est ça l'objectif en fait, c'est surperformer le marché en investissant dans la bonne tendance qui va exploser. Sauf que dans la réalité, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. On va commencer par les avantages théoriques des ETF thématiques et comment ils sont vendus finalement. Le premier avantage, c'est qu'ils offrent une exposition ciblée. Les ETF thématiques, comme leur nom l'indique, sont concentrés sur des thématiques spécifiques. Et donc ça te permet à toi de te concentrer sur des secteurs et des tendances qui t'intéressent particulièrement et pour lesquels tu as une grande conviction pour les années à venir. Parce que c'est bien de se dire j'investis dans un MSCI World, mais forcément que avec ton quotidien, tes connaissances personnelles, ton travail et ce genre de choses, tu as naturellement plus de conviction sur des thématiques spécifiques ou des secteurs spécifiques, en tout cas pour les prochaines années. Et ce type d'ETF, en théorie, c'est ce qui te permet de faire, parce que tu vas pouvoir investir précisément dans une industrie, voire même encore plus niché dans une thématique. Et je te prends un exemple qui est très connu, que je retrouve énormément dans les portefeuilles que j'audite, c'est le Lyxor PEA-O, le MSCI Water. Ça, c'est un ETF qui est très connu, premièrement parce qu'il est éligible au PEA, deuxièmement parce qu'il traite de l'investissement dans l'eau. Si tu as vu par exemple The Big Short, tu sais que Michael Burry, à la fin de The Big Short, il est dit qu'il investit dans l'eau. Et l'eau, on sait que c'est une ressource extrêmement précieuse, c'est une ressource qui sera probablement de plus en plus précieuse les prochaines années. Et donc naturellement, on pourrait se dire que investir dès maintenant dans l'eau, ou en tout cas dans des entreprises qui traitent de l'eau d'une manière ou d'une autre, ça va être des investissements qui seront très rentables pour le futur. Et c'est totalement normal de penser ça, je te dirai justement tout à l'heure ce que je pense de cet ETF et de ce type d'investissement précisément. La deuxième chose, ça va être le potentiel de croissance beaucoup plus élevé forcément. Parce que si tu investis dans des secteurs ou des tendances émergentes, tu peux espérer des meilleures performances parce que en fait, tu vas pouvoir chercher des meilleures performances. Par exemple, tu aurais pu profiter de l'énorme bulle du cannabis qui avait eu à l'époque en 2017 et qui en seulement 3 ans a fait plus 3000%. T'imagines l'investissement? Sauf que tu t'en doutes, c'est pas du tout aussi simple. Je te prends l'exemple du cannabis. Oui, il y avait eu une énorme bulle à l'époque, mais en fait, même si tu avais acheté à l'époque au plus bas, tu serais encore en négatif dans ce type d'investissement. Et tu vas voir que petit à petit, c'est un petit peu là où je veux en venir, c'est que la bourse, c'est pas la crypto. Quand on voit ce type d'investissement, ça donne tout de suite envie, on se dit tout de suite, attends, si je peux faire x30 en 3 ans, pourquoi je me prends la tête avec d'autres types d'investissements? Et finalement, tu vas comprendre un petit peu là où je veux en venir pour ce type d'ETF, mais en fait, la bourse, c'est pas la crypto. En bourse, on va pas chercher de la spéculation pareille, parce que c'est de la spéculation sur laquelle 99% des gens sont perdants, et encore je suis gentil. Donc sur le papier, oui, c'est super parce que tu peux vraiment aller chercher plus de convictions, plus nichées et potentiellement profiter d'opportunités de marché. Mais dans les faits, tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça marche pas en réalité et qu'il y a énormément d'inconvénients à ce type d'ETF. Et justement, j'y viens. Le premier inconvénient, évidemment, c'est que c'est très peu diversifié. Le problème aussi de la conviction, c'est que c'est concentré sur une tendance. Donc sur le papier, c'est beau parce que c'est potentiellement une tendance qui va exploser, mais dans les faits, on sait que sur le long terme, c'est pas du tout optimal. Je te reprends d'ailleurs un graphique qui montre très bien ça, mais qui montre que les secteurs et industries performent plus ou moins en fonction des cycles économiques et des cycles de marché. Par exemple, pendant une récession, c'est plutôt la consommation de base qui va performer, tandis que pendant la reprise, c'est plutôt la tech. Et évidemment, même si c'est pas une science exacte, on sait qu'il faut avoir quand même un portefeuille diversifié, surtout quand il s'agit d'ETF. Donc avoir un ETF thématique, c'est avoir un risque qui est beaucoup plus concentré. La deuxième chose, c'est que les thématiques sont souvent trompeuses. Il va arriver parfois que les sociétés de l'ETF, finalement, elles respectent même pas forcément vraiment le thème.
Je te prends un exemple avec l'ETF X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, qui investit théoriquement uniquement dans des entreprises tech. Bah, tu vas voir qu'une des premières entreprises de l'ETF, c'est Bank of America. Donc dans un ETF qui est vraiment centré tech et en plus de la tech plutôt centré intelligence artificielle, on va retrouver finalement une société financière. Alors oui, probablement qu'elle intègre de l'intelligence artificielle et il y a la notion évidemment de big data sur Bank of America, mais c'est quand même la 4e entreprise avec le plus de pondération dans l'ETF. Et le comble dans cette histoire, c'est que cet ETF qui est vraiment centré sur la tech et l'intelligence artificielle, et ben finalement il va faire moins bien qu'un ETF Nasdaq tout simple qui est en plus éligible au PEA. Donc sur le papier, on va se dire que c'est super, on investit dans un ETF intelligence artificielle qui finalement va surperformer les prochaines années, mais parfois on revient à des fondamentaux, c'est-à-dire que plus c'est simple, plus c'est rentable, et un ETF Nasdaq qui n'est pas que sur la tech mais qui est plutôt orienté tech, va quand même faire mieux. Le troisième problème, et en réalité c'est un des plus gros problèmes des ETF thématiques, c'est que les frais sont très élevés. En fait, ces ETF, c'est vraiment la cash machine des émetteurs. C'est là qu'ils font le plus d'argent. Pour plein de raisons, mais la plus évidente, c'est que une fois que tu as fait un ETF S&P 500, un ETF MSCI World et un ETF pays émergents, finalement tu as un petit peu fait le tour des gros ETF. Et donc le fait de profiter des méga tendances qui se profilent chaque année, voire chaque trimestre, et créer à chaque fois des nouveaux ETF, ça leur permet de tout le temps se renouveler, de tout le temps créer des nouveaux produits et de facturer ces nouveaux produits beaucoup plus cher. Parce que c'est un petit peu la course, c'est le premier qui le crée, qui va profiter justement de toute cette hype et qui va pouvoir se permettre de facturer le prix qu'il veut. Pour te montrer un exemple concret, il y a une augmentation de l'encours des ETF thématiques de 30,4% par an les 10 dernières années. Sauf que le problème des frais, c'est que la performance sur le long terme, elle est beaucoup plus mauvaise. Parce que plus tu vas avoir des frais élevés, plus ça va venir affecter ta performance et t'éloigner de l'indice de référence. Et donc même si l'indice de référence est bon, avec des frais qui sont beaucoup trop élevés, finalement, tu n'es pas performant. Et ça, c'est un graphique justement qui montre la différence entre les ETF larges, entre guillemets, donc géographiques et multirégionaux, qui sont en bleu, et les ETF thématiques qui sont en rouge, et l'écart qui se crée au fur et à mesure des mois et des années, à cause des frais. Les frais, c'est vraiment un des critères fondamentaux à regarder dans les ETF. Si ça t'intéresse, je t'en parle justement dans une vidéo que j'ai faite, où je te partage les 9 critères que j'utilise personnellement pour choisir mes ETF. N'hésite pas à aller la voir, je te la mets en description si tu veux. Et le 4e inconvénient, mais du coup qui coule de source avec ce qu'on a vu avant, c'est que la plupart des ETF thématiques, ils ferment en quelques années. Ça, il y a un graphique de Morningstar qui l'illustre très bien, qui dit que, en gros, 60% des ETF thématiques ont fermé au bout de 10 ans. Donc toi, si tu tombes sur un ETF thématique, il y a en gros un peu plus d'une chance sur 2 qui ferme en moins de 10 ans. Particulièrement en investissement, c'est que la simplicité et la sophistication suprême. Moi, je pars du principe que mon portefeuille doit être le plus simple possible, et depuis que j'applique ce mantra, j'ai jamais été aussi rentable. Pour les ETF, je prends les plus larges possibles, donc je t'en parle justement dans la vidéo sur les ETF. Et en ce qui concerne les actions, c'est des actions dans lesquelles j'ai beaucoup de conviction et qui ont des business models très simples. Ça, c'est le premier type d'ETF qu'on va retrouver dans la plupart des portefeuilles qu'on audite dans l'académie. Et donc, vraiment, ce que je peux te partager sur les ETF thématiques, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant. Si tu souhaites investir dans les ETF thématiques, il faut au moins le faire en connaissance de cause et peut-être sur une partie réduite de ton patrimoine. Moi, ce que je dis toujours, c'est que déjà, il faut faire très attention. Il faut investir en connaissance de cause et en connaissant bien les inconvénients et les risques des ETF thématiques. Et si tu as une conviction, pourquoi pas plutôt chercher des entreprises individuelles dans cette thématique, ce secteur, cette industrie, etc. Parce que l'entreprise individuelle, tu vas pouvoir beaucoup mieux l'analyser et beaucoup mieux la comprendre dans un secteur, pourquoi pas, émergent. Ça t'évite d'avoir 30 entreprises dont 90% sont mauvaises, ça t'évite les frais, ça t'évite la fermeture de l'ETF, ça t'évite énormément de choses et en plus de ça, tu vas pouvoir potentiellement vraiment chercher la pépite. Je rappelle qu'une bonne action, c'est pas une entreprise révolutionnaire qui va changer le monde ou quoi que ce soit. Une bonne action, c'est une entreprise qui brasse du cash et que tu achètes à un bon prix. À partir de là, tu es sûr d'être rentable sur le long terme. Maintenant, on va parler du deuxième type d'ETF qui est moins courant, mais tu verras qu'il peut être aussi très dangereux. Il reste bien jusqu'à la fin parce qu'après, je te parlerai des ETF small cap et je te donnerai même une astuce moins connue, mais pour aller chercher la performance des small cap passivement, mais sans passer par des ETF. Le deuxième type d'ETF qu'on retrouve moins, mais ça arrive qu'on le voit, c'est les ETF inverses. Donc le principe, c'est que les ETF inverses short les indices sous-jacents pour offrir une performance inverse du coup. Pour te prendre un exemple concret, imaginons qu'on prenne un ETF classique. Si le premier jour il vaut 100 € et qu'il fait moins 15%, il va valoir 85 €. Le lendemain, il fait plus 30% et donc le troisième jour, il vaudra 110 €. Imaginons maintenant qu'on prenne l'inverse de cet indice.
que cet indice classique soit le S&P 500 et qu'on prenne un S&P 500 inverse. Ce qui va se passer, c'est que le premier jour, au lieu de faire moins 15%, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire plus 15%. Donc l'ETF va gagner 115 euros. Le lendemain, l'indice a fait plus 30%, donc nous on va faire l'inverse de plus 30%, on va faire moins 30%, et donc là l'indice a perdu 30%, et finalement on finit avec une performance totale de moins 19,5%, tandis que l'ETF classique on était à 10,5%. Donc en gros le principe c'est quoi? C'est de se dire, ok je pense que cet indice va chuter, je pense par exemple que le S&P 500 va perdre 20%, donc moi j'investis plutôt dans un ETF inverse, parce que si le S&P perd 20%, moi je gagnerai 20%. Et d'ailleurs, je t'ai même mis un exemple si ça t'intéresse, le Xtrackers S&P 500 inverse Daily Swap UCITS ETF capitalisation, inverse les performances d'un ETF classique S&P 500. Donc l'objectif, c'est bien de profiter d'un marché baissier en gagnant de l'argent, même quand le marché baisse. Mais ce que je peux te partager, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ce genre de stratégie, parce que intuitivement, et c'est surtout quand on débute, on se dit toujours... Oui, là, ça, c'est le plus haut, donc forcément que ça va baisser. Et vu que ça va baisser, je vais investir dans un short, parce que autant que je gagne de l'argent quand ça baisse, comme ça je suis gagnant quand ça monte et gagnant quand ça baisse. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, c'est une stratégie qui est vraiment court terme, je sais même pas d'ailleurs si on peut appeler ça une stratégie. Si je te prends les années du S&P 500, elles sont beaucoup plus positives que négatives. Et on le sait avec tous les graphiques qu'on a pu voir, et dès que tu dézoomes un petit peu, tu vois que le marché dans sa globalité, il est haussier. Même s'il y a des moments où il y a des marchés baissiers, pendant les crises généralement, dans l'ensemble il est beaucoup plus positif qu'il est négatif. Et donc la seule et unique tendance à long terme, c'est la hausse du marché. Donc ce type d'ETF, quoi qu'il arrive, il ne doit pas s'inscrire dans une stratégie à long terme. Parce que ce qui risque de se passer à long terme, c'est de faire des performances négatives année après année. Et tu vas vraiment avoir des risques de pertes importantes si le marché évolue dans la direction opposée, donc c'est-à-dire à la hausse. Donc dans ce genre de cas, si vraiment tu veux te dire oui mais j'ai envie de me couvrir en cas de perte, etc., tu peux t'intéresser aux options qui ont cette notion-là, un petit peu de couverture en cas de perte, etc. Mais on rentre totalement dans un autre domaine. À titre personnel, moi c'est un domaine qui m'intéresse énormément, sur lequel je me renseigne, je me forme, etc. On n'est plus du tout sur du débutant, et c'est pas du tout le type de stratégie que je recommande quand tu débutes ou même quand tu es intermédiaire. Si moi je peux te faire au moins un retour d'expérience sur les ETF inverses, c'est que j'ai déjà testé les ETF inverses. Quand j'ai débuté en 2018, j'avais créé à ce moment-là un compte Interactive Brokers et je comprenais rien à ce que je faisais. Et donc en fait, j'avais investi dans un ETF que je pensais S&P 500, mais en fait c'était un S&P 500 inverse. Je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Donc je peux te confirmer que c'est un investissement qui n'a pas performé, qui a même sous-performé, voire performé de manière négative. Donc non, en fait, effectivement, c'est un type d'investissement long terme qui ne fonctionne pas. Ce que je peux te dire, c'est que c'est très difficile de prédire le marché, et surtout, et particulièrement pendant des périodes de baisse. Même des investisseurs de génie comme Michael Burry, ça fait 8 ans qu'ils nous disent que la plus grosse crise de tous les temps est en train d'arriver, et 8 ans qu'ils préconisent de shorter le marché, parce qu'il va être baissier les prochaines années. Le problème, c'est que c'est très compliqué, c'est vraiment imprévisible, surtout quand il s'agit d'un marché. Déjà, quand il s'agit d'une entreprise, c'est technique, mais quand il s'agit d'un marché, c'est très compliqué. Donc, personnellement, les ETF inverses, c'est des ETF que je ne préconise pas du tout. Tu restes maître de tes investissements. Bon, moi, je t'aurais partagé ça et je pense que j'aurais aimé qu'on me partage ça avant. Maintenant, passons au troisième et dernier type d'ETF. C'est le type d'ETF que je vois de plus en plus apparaître dans les portefeuilles qu'on audite. Alors il y a un bon côté des choses, c'est que de plus en plus de gens sont sensibilisés sur les small caps. Si tu n'as pas vu la vidéo que j'ai faite sur les small caps, je t'invite vraiment à aller la voir. Je te détaille toutes les raisons pour lesquelles les small caps sont particulièrement intéressantes cette année. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Donc le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui voient une opportunité dans les small caps, qui se rendent compte qu'elles n'ont jamais été autant sous-évaluées, mais qui n'ont peut-être pas les connaissances, pas le temps, pas l'énergie pour aller chercher les bonnes small caps. Et donc naturellement, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire pourquoi je vais me prendre la tête alors qu'il existe un outil qui s'appelle l'ETF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ETF small cap et j'aurai le meilleur des deux mondes, le côté passif de l'ETF et le côté super rentable des small cap. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de repas gratuit en investissement et c'est plus compliqué que ça. Commençons déjà par les faits. Déjà, c'est quoi les ETF small cap? Tu vas avoir un premier ETF qui s'appelle le Amundi Russell 2000 UCITS ETF euro capitalisant. Cet ETF est éligible au PEA et va suivre un indice qui s'appelle le Russell 2000. C'est l'indice des petites capitalisations américaines. Sauf que quand on regarde les faits, on se rend compte que le Russell 1000, qui va prendre en compte les grosses entreprises, est 2 fois plus performant que le Russell 2000. Donc si tu avais investi dans un ETF small cap il y a 7 ans,
tu aurais été 2 fois moins performant que dans un ETF large cap américain. Là, tu es en train de me dire, mais attends, mais Joe, mais comment ça se fait? Parce qu'en théorie, small cap, c'est plus rentable. Donc ETF small cap, ça devrait être plus rentable. Et bien en fait, pas vraiment, mais tu vas voir que ça s'explique pour une raison toute simple. Donc comment ça marche cette histoire? Déjà, on va reprendre la base. Une small cap, c'est une petite entreprise en bourse. Je mets des guillemets parce que c'est une entreprise dont la capitalisation est inférieure à 2 milliards de dollars. Et donc c'est des entreprises qui sont déjà gigantesques par rapport aux entreprises qu'on pourrait connaître. Donc le principe d'une petite entreprise, c'est que quand elle va grossir, elle va devenir ce qu'on appelle une mid cap. Elle va passer par exemple de 2 milliards à 5 milliards. Et si elle grossit encore, elle va peut-être passer de 5 à 15 milliards. Et là, elle va devenir ce qu'on appelle une large cap. Et à l'inverse, des grosses entreprises qui chutent vont peut-être passer de 20 milliards à 8 milliards, puis à 1 milliard. Et donc ça, elles vont passer de large cap à mid cap, puis small cap. C'est ce qu'on a eu par exemple pour Orpea. Donc on se rend compte qu'une small cap qui devient une large cap, c'est une small cap qui performe, et une large cap qui devient une small cap, c'est une large cap qui sous-performe. Donc toi, si tu as investi dans une small cap qui devient une large cap, c'est que tu as réussi ton investissement. Tu as peut-être fait x5, x10, voire x50 sur ton placement, évidemment sur le long terme, hein. Et d'ailleurs, c'est l'objectif. Si tu achètes des small caps, c'est justement pour leur potentiel de croissance. Le problème, et tu t'en es peut-être déjà rendu compte, c'est que l'indice des small caps, donc le Russell 2000, finalement, il va faire sortir les entreprises qui sont en train de performer, puisqu'elles deviennent des large caps, donc elles ne restent plus dans cet indice, et il va faire rentrer des entreprises qui sont en train de sous-performer, parce que c'est des large caps qui sont devenus des small caps. Et donc en fait, on a un indice, le Russell 2000, et d'une manière générale les indices small cap, qui vont faire sortir leurs meilleurs joueurs et rentrer les mauvais joueurs. Et donc le fonctionnement même de cet indice, et donc des ETF qui sont associés, fait que ça ne pourra jamais surperformer. Et c'est pour ça que factuellement, ça sous-performe. Donc si tu me demandes mon avis, les ETF small cap, c'est des fausses bonnes idées selon moi. Pour moi, soit tu t'intéresses pas aux small cap et tu restes sur des ETF large cap, MSCI World, S&P 500, etc., etc. Soit tu t'intéresses aux small cap parce que soit tu veux chercher plus de performance, soit tu veux te sécuriser pour les années à venir, plus de diversification dans ton portefeuille. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux que tu aies des niches individuellement si tu veux chercher de la rentabilité. Et si tu sais pas du tout comment faire, je t'ai fait une vidéo complète où je te détaille toute ma méthode d'investissement. Je vais aussi te la mettre dans la description de cette vidéo. Et si tu es dans ce deuxième cas, tu vas être vraiment servi. Et un petit bonus que je te partage, c'est que tu peux aussi regarder un fonds actif, le fonds Indépendance AM de William Higgins, qui est spécialisé dans les small caps françaises, qui est éligible au PEA et qui a fait une moyenne de 12,9% par an les 30 dernières années. C'est pas garanti que ça continue de surperformer, mais ça peut être une alternative intéressante en tout cas si tu souhaites investir dans des small caps en France ou en Europe, de manière passive. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair. Si tu as envie de structurer un vrai portefeuille rentable, efficient sur le long terme, tu peux prendre un appel avec nous en cliquant sur le lien juste en dessous. Et l'idée, c'est que tu nous décrives un petit peu ta situation pour que nous, on voit si on peut t'accompagner, t'apporter de la vraie valeur ajoutée, te faire gagner en temps, en efficacité, en rentabilité. Si c'est le cas, on t'en parlera. Et si c'est pas le cas, quoi qu'il arrive, on te redirigera vers des ressources qu'on pense pertinentes pour toi. Donc n'hésite pas à prendre cet appel, nous on mord pas, hein. Et si t'as aimé cette vidéo, laisse un petit like et on se dit à très vite. Ciao!